Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de nos vêtements et plus particulièrement de l'impact qu'ils peuvent avoir sur nous et sur la planète. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'industrie de la mode a un impact évidemment social, mais aussi environnemental qui n'est pas à négliger, loin de là, qui est même assez catastrophique. Et c'est donc de ça dont je vais vous parler aujourd'hui en vous énonçant 5 choses que vous ne savez peut-être pas à propos de ce que vous portez tous les jours sur le dos. Donc cette vidéo est réalisée en collaboration avec la toute jeune marque Shaq & Kai, qui n'en est qu'à ses débuts, mais qui d'ores et déjà a une démarche éthique et environnementale bien solide. Et donc comme d'habitude, c'est un vrai plaisir pour moi de vous présenter ce genre de marque, de vous en parler, et je vais le faire un petit peu de façon détournée en vous présentant ces fameux 5 points, et vous verrez que Shaq & Kai, ils les connaissent, ces 5 points, et ils essaient même de les contourner. Premier point, nos vêtements sont toxiques. Vous n'êtes évidemment pas sans savoir que dans toute la chaîne de production d'un vêtement, il va y avoir des étapes où il va y avoir des intrants chimiques qui vont être utilisés. Par exemple, les teintures, les impressions, si vous avez des t-shirts imprimés, les traitements anti-flammes, les traitements assouplissants pour avoir une fibre un petit peu plus fluide, les traitements anti-moisissure, enfin bref, des traitements, il y en a tout un tas, plus donc les teintures. Donc ça c'est, en tout cas dans la chaîne de production classique d'un vêtement, c'est des produits qu'on va retrouver tout du long. Eh bien figurez-vous que l'utilisation de ces produits chimiques, en plus de nuire évidemment aux personnes qui vont directement les utiliser, et si on est dans un pays qui n'a pas vraiment de normes environnementales, potentiellement ces substances-là elles vont se retrouver dans les sols et dans les eaux parce qu'elles vont pas être correctement traitées, eh bien figurez-vous que ces substances-là, elles resteraient sur nos vêtements. Ça c'est l'ANSES qui le dit dans son rapport de 2018 qui a sélectionné un petit peu au hasard des vêtements dans les magasins et qui ont du coup analysé les substances qui pouvaient y avoir dessus, donc vraiment des vêtements qu'on est susceptible d'acheter en se promenant dans les rayons, hop, je mets ça dans mon panier, et ben voilà, si on fait des analyses dessus, qu'a trouvé l'ANSES ? Je prends donc mon PC pour vous détailler les principales substances qui ont été retrouvées dans les vêtements. Pour plus de 20% des articles testés, on retrouve le 1.4 parapénylène-diamine, qui est une substance sensibilisante par contact cutané et inhalation, qui est reconnue toxique, et le plus drôle, cette substance est interdite en Europe dans les produits cosmétiques. Voilà. Donc depuis 2005, c'est interdit dans les cosmétiques, et pourtant, on les porte encore sur nos vêtements. Le colorant allergène CI Disperse Yellow 23, dont les effets irritants sur la peau sont connus depuis un demi-siècle, et en fait il s'avère que la réglementation européenne elle essaye de limiter l'usage de ce colorant, mais comme c'est très peu cher, c'est encore régulièrement utilisé dans de nombreux pays et ça passe la douane assez facilement parce qu'il y a finalement peu de contrôle sur la toxicité de nos vêtements. Des métaux lourds, évidemment, comme le cobalt, le cuivre, l'antimoine, le plomb, le cadmium, le mercure, le chrome et le nickel, ils ont été retrouvés dans plus de 20% des échantillons. Bon, et puis la dangerosité des métaux lourds n'est plus à démontrer, mais ils vont avoir pas mal de dommages sur les organes vitaux, comme les reins et le foie par exemple, et ils sont pour certains de puissants neurotoxiques. Bon, et puis j'en passe et des meilleurs, mais on retrouve aussi tout un tas de perturbateurs endocriniens et de substances cancérigènes, bref, un véritable cocktail vitaminé. Alors évidemment, il existe des solutions, privilégier les matières naturelles par exemple, surtout certifiées bio, faire en sorte aussi que les teintures qui étaient utilisées soient des teintures naturelles. Il y a aussi évidemment le fait de laver ses vêtements une fois que vous les avez achetés, et pourquoi pas de privilégier l'occasion, puisque normalement quand on achète d'occasion, les vêtements ont déjà été portés avant qu'on les achète. Donc pensez-y, parce que c'est bien cracra. Deuxième point, le coton, qui est un petit peu la fibre naturelle par excellence, celle qu'on va presque recommander à tout bout de champ, est en fait une sacrée biatch. Pourquoi ? Parce que figurez-vous que la culture du coton représente 2,5% des terres agricoles de la planète. Ok. Et bien pour ces 2,5% des terres agricoles, il faut utiliser 25% des pesticides mondiaux. Eh oui,
c'est effectivement une culture qui est assez compliquée et qui demande pas mal d'intrants chimiques pour être exploitée, et donc voilà, il faut des quantités de pesticides énormes. Mais c'est pas tout. La culture du coton demande aussi énormément d'eau, c'est de très loin la fibre textile qui demande le plus d'eau pour sa culture. Pour vous donner une idée, pour un t-shirt, un simple t-shirt en coton, il faut 2720 litres d'eau. Alors comme ça vous dit pas forcément grand chose. Je vais vous le dire, moi, ce que ça veut dire. Ça veut dire que si vous êtes un petit peu raisonnable et que vous buvez suffisamment tous les jours, eh bien ça représente une quantité d'eau que vous êtes censé avoir bu au bout de 3 ans. Voilà. Donc clairement le coton, si on peut éviter, il vaut mieux. Alors évidemment, il existe du coton bio dont la culture est exempte de pesticides, donc ça c'est déjà un bon point, et figurez-vous aussi que le coton bio demande 60% d'eau en moins pour sa culture. Donc moi j'ai envie de vous dire, bannissez le coton de votre vie, et préférez le coton bio si c'est vraiment une matière à laquelle vous tenez. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est privilégier des matières naturelles qui sont très peu demandeuses en eau et en pesticides, comme par exemple le lin ou le chanvre, qui poussent en Europe et pour qui la pluie suffit. Il n'y a pas besoin de les arroser davantage que la pluie. Donc c'est quand même pas mal, ça pousse à côté, ça fait de très jolies choses une fois que c'est tissé. J'en viens à mon 3e point. Nos vêtements sont responsables de l'exploitation des ressources. Alors évidemment, quand il s'agit de la culture du coton, comme je vous le disais, il y a une culture qui est organisée spécialement pour l'industrie textile, donc à ce moment-là, on peut considérer qu'il n'y a pas d'exploitation des ressources, même si évidemment, comme je vous l'ai dit, on va utiliser beaucoup d'eau pour arroser, et ça va appauvrir les sols à cause des pesticides. Mais là, je vous parle d'autres fibres textiles, qui se retrouvent pour la plupart bien plus souvent que le coton. J'ai nommé par exemple le polyester. Donc le polyester, c'est vraiment la fibre qui se retrouve partout et qui est de très loin la fibre la plus représentée dans les vêtements que l'on porte. Cette fibre-là, c'est une fibre synthétique, c'est-à-dire qu'elle est issue d'un tissage d'une matière plastique constituée de polymères. Et pour constituer ces polymères, que faut-il? Des hydrocarbures. Et oui, on évalue d'ailleurs à 342 millions le nombre de barils de pétrole qu'il faudrait rien que pour l'industrie textile et donc pour la fabrication de ces fibres synthétiques. Vous connaissez le pétrole, je présume, hein, c'est un petit peu la ressource sur laquelle notre société repose et qui pourtant est une ressource limitée qui se renouvelle bien plus lentement qu'on l'utilise. Et bien l'industrie de la mode, qui n'est pas, soyons sérieux, une industrie élémentaire, nécessaire à la vie, elle puise, tant et plus, dans cette ressource, dont l'épuisement serait pour les collapsologues un petit peu le point de départ d'un effondrement de notre société. Pas rien quand même. Mais si on prend une fibre artificielle comme la viscose. La viscose c'est quoi? C'est une fibre qui vient au départ de la cellulose de bois, donc de quelque chose de naturel, mais à qui on vient rajouter un petit peu de chimie pour pouvoir la rendre sous forme textile. Donc c'est le mélange de la nature et de la chimie. La fibre artificielle. Eh bien ce n'est pas moins que 150 millions d'arbres que l'on abat chaque année pour produire de la cellulose destinée au textile. Et oui, encore une fois, pour cette industrie de la mode qui n'est toujours pas essentielle à la vie. Mais allez, on rajoute un petit peu à la déforestation. Donc voilà, ces 3 premiers points me permettent déjà de conclure que la production textile, eh ben elle est loin d'être inoffensive pour l'environnement. Donc si on n'a pas envie de continuer à foncer droit dans le mur, on peut décider de produire mieux en utilisant les matières naturelles dont je vous ai parlé par exemple, ou, comme chacun caille, d'utiliser des matières recyclés. Parce que je vous en reparlerai tout à l'heure, mais leur credo, et moi c'est vraiment ça qui me plaît, c'est la circularité. Vous verrez en fait que dans le business model tel qu'ils l'ont conçu, ils ne produisent qu'avec des choses qu'ils récupèrent, et ils récupèrent tout ce qu'ils ont produit. On est vraiment dans un cercle vertueux qui fait qu'au final, on est loin de prélever des ressources qui sont épuisables. On n'est pas en train d'utiliser de l'eau, des pesticides à tout va pour la culture d'une nouvelle fibre. Et on n'est pas non plus en train d'utiliser des substances chimiques et des traitements dont on n'arrive même pas à prononcer le nom parce que ils font attention à leur teinture et aux produits qui vont rentrer dans la production. 4e point, nos vêtements polluent les océans. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce 7e continent de déchets qui flotte dans l'océan Pacifique et que vous imaginez sûrement avec tout un tas de bouteilles en plastique flottantes, de choses et d'autres flottantes, qui selon les rapports seraient 6 fois plus gros que la France en superficie, donc il faut vraiment imaginer un truc gigantesque, plein de plastique, tout aggloméré par les courants dans l'océan Pacifique. Et bien en fait dans notre imaginaire, même si on imagine que c'est tout un tas de bouteilles flottantes, c'est pas du tout ça. Ce fameux continent de plastique, il est avant tout constitué par des
microplastiques. Avec les frottements, avec les courants, etc. En fait, le plastique se dégrade au bout d'un moment et il devient une petite particule de plastique et c'est avant tout ça qui va composer ce continent. Alors évidemment, plus c'est petit, plus ça va poser problème, parce que ça va se retrouver dans la flore, dans la faune, vous imaginez bien que ça va se retrouver dans l'estomac des poissons, que l'on va retrouver, pour ceux qui ne sont pas végétariens évidemment, dans nos assiettes. Bon, et puis c'est pas 2-3 bouteilles qui tombent dans l'eau tous les jours, hein. C'est l'équivalent de 550 millions de bouteilles en plastique qui finissent chaque jour dans les océans. Et bien devinez quoi, 35% de ce plastique qui termine dans les océans provient de quoi ? De nos vêtements. Alors non, il ne faut pas imaginer que les gens jettent leurs vêtements dans l'eau, c'est pas comme ça que ça se passe, en fait c'est bien plus insidieux. Vous ne le saviez peut-être pas, mais quand vous mettez vos vêtements dans la machine à laver, bah ça tourne, il y a du mouvement, ça se cogne d'un côté à l'autre, enfin vous voyez, vous connaissez bien le mouvement de la machine à laver. Eh bien on considère que 700 000 fibres textiles pour chaque machine sont détachées du vêtement, passent dans les circuits d'eau et terminent au bout, où ça ? Dans l'océan. Alors ça concerne à la fois les fibres naturelles et à la fois les fibres synthétiques ou artificielles. Certains rapports montrent même que les fibres naturelles se détacheraient même plus que des fibres synthétiques. Mais le problème avec les fibres synthétiques issues des hydrocarbures, c'est que, en se dégradant, donc en devenant microparticules, elles vont altérer leur environnement. Et c'est elles qui posent problème à la faune et à la flore et aux mangeurs de poissons. Même si, évidemment, et j'en reviens aux teintures toxiques, une fibre naturelle qui aura été traitée avec des substances toxiques ou avec des teintures chimiques et nocives pour l'environnement, une fois qu'elles vont se détacher du vêtement et terminer dans les océans, même si du coup une fibre de coton, une fibre de lin ne va pas, en se dégradant, altérer son environnement, eh bien si elle a reçu un traitement ou une teinture nocive, forcément ça va avoir également un impact désastreux sur l'environnement. Alors une solution pour ça, c'est la Guppy Friend. Si vous voulez, je vous mettrai un lien dans la barre d'infos. C'est une espèce de sac développé par une ONG totalement indépendante qui permet de filtrer une partie des fibres qui vont se détacher de vos vêtements pendant le lavage. Mais ça me permet de rebondir aussi sur le polyester recyclé. Je vous ai déjà rédigé un article sur le blog complet sur le sujet où, en essayant de ne pas me positionner, j'explique les idées vraies et les idées fausses à ce sujet. Je vous le mets pareil dans la barre d'infos, mais en gros, il ne s'agit pas du tout d'une problématique toute noire ou toute blanche, il y a du pour et il y a du contre. Dans le pour, et c'est pour ça que je vous en parle maintenant, c'est que le polyester recyclé, il provient de bouteilles en plastique, donc du polymère PET, donc qui se retrouve dans les bouteilles en plastique, et la fabrication du polyester recyclé est donc étroitement liée avec les associations qui vont ramasser les bouteilles en plastique dans les océans ou sur la plage. Donc quelque part, le polyester recyclé permet de nettoyer les océans. Alors moi j'ai deux arguments majeurs contre le polyester recyclé, et vous verrez ça dans l'article si ça vous intéresse. C'est que la technique majoritaire pour obtenir du polyester recyclé, c'est une technique qui est mécanique. Donc vous mettez toutes les bouteilles d'eau dans des machines en gros qui vont les broyer pour obtenir de toutes petites fibres qui vont pouvoir être tissées, et en fait dans ce broyage, la fibre finalement ne va pas être tout à fait assez solide, et donc il va falloir réincorporer des nouveaux polymères, donc issus d'hydrocarbures, pour concevoir une fibre tout à fait solide. Le deuxième contre-argument, évidemment, c'est que ce polyester recyclé, il va terminer aussi dans votre machine, et il va lui aussi continuer à déverser des microplastiques qui vont terminer dans les océans si vous n'utilisez pas cette fameuse Guppy Friend. Et chez Kenkai, figurez-vous qu'ils utilisent un tissu qui est composé à la fois de polyester recyclé et de coton recyclé. Donc si vous voulez, mon opinion sur le polyester recyclé étant quand même un petit peu mitigée, j'étais moi-même assez confuse. Mais leur démarche comprend deux petits détails qui pour moi ne l'étaient pas du tout. Le premier, c'est que lorsqu'on achète un vêtement chez Kenkai, eh bien il s'engage à ramasser 500 grammes de déchets sur la plage. Ça peut paraître rien, mais ça va permettre de compenser en quelque sorte ces fameux nouveaux polymères qu'il va falloir réincorporer dans la fibre pour qu'elle soit suffisamment résistante pour constituer le polyester recyclé. Et deuxième chose, je vous en parlais tout à l'heure, ils font en sorte d'être dans une boucle parfaite, c'est-à-dire qu'ils utilisent du polyester recyclé et du coton recyclé. Donc par exemple pour le coton, ils vont récupérer des chutes de tissu, et pour le polyester recyclé, ils vont récupérer ces fameuses bouteilles d'eau ramassées sur la plage. Ils vont assembler le tout pour faire un nouveau matériau, faire la conception de leurs vêtements, etc. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils récupèrent ensuite les vêtements qu'ils ont vendus et que donc leurs clients soit ne veulent plus, soit c'est troué, soit il y a quelque chose qui va pas. Ils récupèrent les vêtements qu'ils ont vendus pour en refaire
des nouveaux vêtements. Et donc on est dans une boucle de production et de consommation parfaite. Et même s'il faut rajouter quelques petites fibres, quelques petites sources d'énergie par-ci par-là, on est vraiment dans un modèle qui est vraiment hyper respectueux et avec un impact très faible sur l'environnement. Parce que la fin de vie, et c'est mon 5e point, il faut y penser. Chaque année, c'est 300 000 tonnes de déchets qui sont jetés rien qu'en Angleterre. Chez les Américains, c'est 10,5 millions de tonnes. Juste comme ça. Ça équivaut à 30 fois l'Empire State Building, quand même, chaque année. La fin de vie de nos vêtements, elle est vraiment essentielle et il ne faut pas l'oublier. Déjà, lorsque vous voulez vous débarrasser d'un de vos vêtements, ne le jetez pas. Le textile, ça se recycle dans 95% des cas. Mais quand je dis ça se recycle, vous allez voir, c'est là que ça se complexifie. Quand vous venez de faire le tri dans votre dressing ou que vous venez de faire un trou dans votre pantalon, vous ne le mettez pas dans la poubelle, vous le mettez soit dans une borne relais, que vous trouvez un petit peu partout en France, soit si c'est encore en bon état, vous pouvez le donner à une association caritative, Emmaüs, le Secours Populaire, comme vous voulez. Alors ok, vous vous débarrassez de votre vêtement et on vous annonce que soit il va être reporté, soit il va être recyclé. Mais qu'est-ce qui se passe en vrai ? Je suis donc sur le site des bornes Le Relais qui collectent les vêtements qu'on dépose et dont on veut se débarrasser. Donc là je vois en fait que les sources d'approvisionnement du point relais, c'est les bornes dont je vous parlais et aussi les associations humanitaires, certainement voilà quand on leur donne des vêtements qu'ils n'ont pas réussi à donner par exemple ou à revendre, ou des vêtements qu'ils jugent en trop mauvais état, hop, ils envoient aussi aux bornes relais. Donc c'est leurs 2 principaux points d'approvisionnement. Une fois que c'est trié, où est-ce que ça va ? On a 3% qui terminent en déchets, donc là on parle d'incinération ou d'enfouissement, donc ça, bon, c'est vraiment pas terrible. En gros, on n'a rien réussi à faire avec ça. D'autant plus que si c'est un vêtement du coup qui est synthétique, donc produit à partir d'hydrocarbures et ou traité avec des substances toxiques, forcément l'incinération ou l'enfouissement, ça sera ni bon pour la pollution atmosphérique, ni bon pour la pollution des sols, bref, pas terrible. On a 26% du coup du tri qui va être bel et bien recyclé et qui va servir comme matière première à l'isolation des maisons, des bâtiments. Donc voilà, tout va être broyé dans des machines, reconstitué à l'état de fibres, et ça va resservir pour l'isolation. 6 autres pourcents vont se retrouver dans leur boutique de vente, puisque ça je ne le savais pas, mais apparemment le Relais, ils ont une boutique qui s'appelle Dingfring, et donc qui permet de revendre les vêtements qu'on a laissés et qui sont en bon état. Et c'est là que le bas blesse, 55% sont envoyés dans des pays africains, certainement par le biais d'ONG, etc., qui vont redistribuer les vêtements qui, je pense, sont encore en bon état et peuvent être encore reportés. Alors ça peut paraître très bien, en fait, d'envoyer nos vêtements dont on se sert plus à des populations qui en ont besoin, de leur donner une seconde vie, et de ne pas les incinérer ou les enfouir, qu'ils soient reportés, etc. Comme ça, à première vue, ça paraît pas si mal. Mais en fait, ces populations-là, qui sont des populations pauvres, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on leur envoie nos vêtements, que vont-elles faire, elles, une fois que ces vêtements seront usés et qui n'en voudront plus? Je pense que ça c'est la grande question. En fait j'ai bien peur qu'il faille comptabiliser que les déchets ce soit ces fameux 3% qui partent directement à l'enfouissement et à l'incinération, et ces fameux 55% qui finalement ne seront jamais recyclés, puisque là on a affaire, comme je vous le disais, à des pays pauvres qui n'ont pas les moyens d'avoir des traitements de recyclage comme on a la chance d'avoir en France. Donc ces vêtements qu'on a envoyés à l'autre bout du monde, tôt ou tard, ils vont se retrouver soit enfouis, soit incinérés, soit quelque part dans une décharge, et dans tous les cas ils conduiront à une pollution atmosphérique ou des sols. Donc le recyclage, comme d'habitude, ce n'est pas une solution miracle, il faut juste consommer moins et consommer mieux. C'est un petit peu finalement comme si on déplaçait le problème chez les autres. Ça ne nous ressemble pas, ça dis donc. Donc vous comprenez bien pourquoi la démarche de Shakankai me plaît bien à moi, c'est parce que du coup la fin de vie, eh bien ils la prennent en considération dès le départ en fait. Dès le moment où ils ont conçu leur idée d'entreprise, eh bien il y avait la fin du produit prise en considération. Et ça c'est vraiment important. Parce qu'au final, voilà, tout est pensé encore une fois dans un cercle entre production, consommation et recyclage du coup, fin de vie, ce qui permet d'avoir vraiment un impact minimisé au maximum. Ils sont évidemment aussi attachés à l'éthique, sinon évidemment vous me connaissez, je ne vous en parlerai pas, ils produisent dans de très bonnes conditions au Portugal. Et puis, c'est un détail,
c'est joli. Alors évidemment les collections pour l'instant c'est tout simple parce que comme souvent les marques éthiques elles commencent tout petits et puis ensuite si elles sont soutenues par les consommateurs elles commencent à élargir leurs offres, leurs collections, etc. Donc eux ils commencent vraiment tout petits avec il me semble 2 robes et 2 t-shirts pour les femmes, et il me semble 2 t-shirts et 2 t-shirts à manches longues pour les hommes. Donc c'est vraiment pour l'instant très réduit, mais je peux vous dire que c'est de super qualité, et puis surtout moi j'adore la couleur de ce rouge. Franchement il y a pas longtemps je vous parlais de colorimétrie, mais je peux vous dire que ce rouge c'est une couleur qui rentre totalement dans ma palette de couleurs. Et vous étiez plusieurs d'ailleurs à la trouver très jolie aussi quand je vous ai posté des photos sur Instagram. Je vous mets quelques inserts pour que vous puissiez la voir. C'est vraiment la robe que je vais porter tout l'été, elle est hyper confortable, légère, et puis elle est quand même dans un tissu qui est assez épais, et on voit que c'est de la qualité. En tout cas moi, et c'est pas des blagues, à chaque fois que je l'ai portée, j'ai eu que des compliments. Bon et puis ils m'ont aussi envoyé ce joli haut pour que je puisse vous le montrer. Il est hyper joli typiquement, c'est le genre de truc que j'adore porter l'été, il peut tomber sur 1 ou 2 épaules. C'est le t-shirt parfait pour porter au-dessus du maillot par exemple, ou même pas, Enfin moi j'adore en fait ce genre de portée, je trouve ça assez gracieux de dévoiler une épaule comme ça. Donc voilà, vous l'aurez compris, moi chez Kenkai je suis assez conquise, c'est encore une fois une petite marque qui a décidé de se lancer contre vents et marées, parce que le business model de l'industrie de la mode il est déjà écrit, donc à chaque fois en fait qu'une marque décide de faire autrement et de proposer un nouveau modèle, c'est très courageux, et moi je les soutiens à fond. Donc voilà pourquoi j'ai accepté de faire cette collaboration. Moi dans tous les cas j'espère que vous aurez appris plein de trucs avec cette vidéo, j'espère aussi pourquoi pas que je vous aurai fait découvrir chez Kenkai, c'était un petit peu le but aussi évidemment. N'hésitez pas à liker la vidéo pour qu'elle soit mieux référencée, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. La semaine prochaine on se retrouve pour un nouveau vlog, et moi en attendant une nouvelle vidéo, je vous fais de gros bisous.